Bienvenue sur le Lab de Jijou. Aujourd'hui, je vous présente le dernier format que vous retrouverez sur la chaîne. On part donc à la rencontre de ceux qui façonnent le café à Bordeaux. J'ai eu la chance d'échanger avec Arthur et Johan, fondateurs et associés de l'Alchimiste Torréfacteur, un incontournable du café de spécialité. On parle parcours, vision du café, sourcing et avenir. Donc moi je m'appelle Arthur, j'ai 45 ans. On est ici dans notre espace de torréfaction à Darwin, à Bordeaux, sur la rive droite de Bordeaux. Donc moi j'ai créé l'Alchimiste il y a 10 ans, c'était en 2014, en février 2014. Je revenais juste de Paris où j'avais passé 9 ans et voilà, où j'avais un boulot qui répondait plus à tous mes besoins. J'étais un peu en recherche de sens dans ce que je faisais, etc. Et donc tu démarres ce travail d'introspection, te poser des questions, c'est quoi mes goûts, c'est quoi mes hobbies, qu'est-ce que j'aime. Et ce qui revenait souvent, c'était les produits de terroir. C'est-à-dire, j'adore la gastronomie, j'adore le vin, passion qu'on partage avec Johan. Et c'est vrai que trop souvent, un bon repas se terminait par un mauvais café. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, à creuser. Et puis plus je creusais, plus je trouvais ça génial et très très peu connu. Et donc à un moment donné, je me suis décidé, je me suis dit, je prends pas un énorme risque non plus, mais voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'essayer. Et tu me disais tout à l'heure que tu te souvenais de ton premier expresso que tu as bu chez nous et que ça t'avait fait un petit quelque chose. Je me souviens moi très bien aussi du premier expresso qui m'a mis cette petite claque. Et c'était chez vous, c'était chez Belco, dans un ancien bâtiment. Pas là où vous êtes aujourd'hui, ouais. C'était il y a 11 ans et donc je rencontrais Alexandre, on discutait et ils m'ont fait un expresso, c'était un Sidama et je me souviens très bien d'avoir bu cet expresso et de me dire ok, en fait c'est la première fois de ma vie que je goûte un expresso. Mais vraiment, c'était dingue. Et c'est un peu comme ça que ça a démarré, il y a un peu plus de 10 ans. Donc je revenais de Paris, mais je suis bordelais, il fallait que je trouve un lieu pour installer ma torréfaction. Et la deuxième personne que j'ai rencontrée, c'est Philippe Barre, donc qui est le fondateur de Darwin. Parce que voilà, on m'avait dit, tu devrais aller faire un tour de ce côté là-bas. C'est assez chouette ce qu'ils sont en train de créer, de mettre en place. Et donc moi je suis arrivé pour rencontrer Philippe. J'avais ma petite chemise, j'avais une petite mallette peut-être. Tu vois, je le confesse, c'est possible. Et j'arrive, je rencontre ce mec qui est pieds nus, qui est en short. Et je lui dis mais où je suis? Et on a passé finalement 2 heures à discuter où moi je lui parlais de mon projet, lui me parlait du sien. Et à la fin il m'a dit écoute, moi ton projet il me plaît, si le mien te plaît aussi, on se serre la main et je te trouverai une place. Et tu vois, il a tenu parole parce que ça a été long, ça a été compliqué. Ouais, ça s'est fait naturellement. Et puis, c'est sûr que pourquoi ça a fité aussi, pourquoi ça a fonctionné, c'est qu'on partage quand même pas mal de valeurs. L'idée, c'était de faire du café différemment aussi. Et avec une notion de qualité, de traçabilité, de responsabilité sociale et écologique. Donc voilà, nécessairement, ça a fait écho aussi chez Philippe et avec l'ADN de Darwin. Donc assez naturellement, ça s'est fait. Et donc j'ai démarré dans mon petit 30 mètres carrés avec mon petit Giesen. Et avec des débuts compliqués où tu fais tout. Hein. Oui, j'allais dire au four et au moulin. Là, tu l'as? Je l'ai. Au four et au moulin. La torréfaction. Alors au tout début, on faisait pas d'expresso, mais on vendait des paquets de café, donc il y avait du conseil. Après, j'avais aussi des clients. Je commençais à développer la clientèle pro, donc il fallait que j'aille livrer. Je venais d'avoir une fille, puisque ma fille est née en février 2014. Enfin, c'était une année sport. Ouais, sport. Et au bout d'1 an, je pense que j'approchais le point de rupture. C'est-à-dire ça devenait vraiment complexe quand même. Et là, j'ai rencontré Johan, qui venait me voir. Et déjà, après je te laisse parler, hein, mais qui était déjà qui avait déjà
de l'expérience sur le marché du café, qui avait vécu dans pas mal de lieux différents, et il venait régulièrement discuter avec moi. Et puis, Yoann, il est assez direct, il va pas quatre chemins. Donc un jour, il est venu me voir, il m'a dit, bon écoute, j'ai envie de bosser avec toi. Et donc moi, j'étais dans cette crainte, me dire, mais attends, j'arrive pas à me payer, et je vais recruter un salarié. Voilà, j'étais un peu en flip. Et puis on y est allé. Et de ce jour-là, je me suis dit, ok, bon, ça m'a changé la vie quand même. C'était, on était deux, mais finalement on faisait le boulot de trois, quoi. C'était vraiment, c'était génial. Et donc, je me disais, mais pourquoi j'ai tant hésité? Et puis surtout, ça nous a permis aussi d'ouvrir une boutique sur un secteur que sur un monde que je ne connaissais pas, le monde du service. Et pour le coup, Yoann était super calé sur ce sujet-là, et ça nous a permis donc assez rapidement, donc là c'était maintenant il y a 8 ans, d'ouvrir notre première boutique dans Bordeaux Centre. Moi je revenais de l'étranger, et je revenais, je crois que quand je suis rentré, j'habitais en Angleterre avant, quand je suis rentré, je pense que c'était le même mois limite que Arthur a commencé l'alchimiste à Darwin. Et bon, moi quand je suis arrivé, je bossais déjà dans le café, et il y avait 2 endroits à Bordeaux, il y avait un coffee shop et une Toref, donc c'était pas compliqué de faire le tour à l'époque. Donc j'allais les voir, et on a... Donc, et oui, c'était Blacklist. Et donc j'allais voir LP, j'allais voir Arthur, et puis on discutait café quoi, déjà, avant même... donc quasiment depuis le début quoi. Je pense que la première fois que je suis venu, tu devais pas avoir ouvert depuis bien longtemps. Ouais. Donc je m'appelle Yoann, j'ai 33 ans, je suis du coin, je suis là, des vignes, de la rive droite. Mais j'habitais à l'étranger longtemps, pas mal d'années. J'ai commencé le cercle classique, à 18 ans, je suis parti en Australie, et c'est là-bas que j'ai découvert le café. Alors vous parliez tout à l'heure, c'est marrant de votre première tasse. Moi, c'est pas ça. Ça arrivait plus tard, les premières tasses qui m'ont mis des claques. Mais moi, c'est vraiment le monde du coffee shop qui m'a attiré. En France, on n'avait pas ça. Il y avait les frais un peu bistrot, tout ça, mais en Australie, tu y vas pour la première fois, tu as 18 ans, tu parles pas 3 mots d'anglais, et tu vas dans un coffee shop de spécialité, un peu par hasard, et il y a ce monde de la musique cool, des baristas qui font des dessins sur des cappuccinos, qui ressemblent à des mécaniciens qui règlent des moulins, des trucs, des gens qui se parlent, une espèce de sens de communauté en fait par quartier. Chaque quartier avait un peu son coffee shop de spécialité, et tu y allais tous les jours tu retrouvais les mêmes personnes avec qui tu sympathisais. Il y avait vraiment cet aspect social moi qui m'a marqué du côté service en fait, service, coffee shop. Et puis après il y avait surtout à l'époque le saint graal du barista, qu'est-ce que c'est cette personne qui a l'air de connaître des trucs incompréhensibles et qui règle des machins, des bidules, qui tourne des boutons et qui fait que le café goûte bien. Ça c'est un truc qui m'intéressait pas mal. Donc moi je suis tombé un peu par hasard là-dedans, j'étais là quand j'ai vu ça, j'étais là ok en fait c'est ce que je veux faire. Et après après c'est une fois que tu mets la main dans l'engrenage, moi je suis un passionné donc j'ai jamais lâché le truc quoi. Et voilà, donc j'ai habité en Australie quelques temps, je suis revenu, j'habitais aux États-Unis, je suis revenu, j'habite en Angleterre. Et quand je suis revenu d'Angleterre, c'est là où donc moi j'ai toujours bossé dans le café, plus ou moins tout le temps, bon, un peu dans des torefs aussi, mais surtout dans le monde du service, barista service. Et donc en fait quand je suis revenu en France à l'époque, je voulais rebosser dans le café spécialité. Et comme on se disait, il n'y a pas grand chose, donc Arthur venait d'ouvrir. Donc on a vite sympathisé. Moi je faisais un boulot à Bordeaux plutôt alimentaire, le temps de trouver quelque chose dans le café spécialité. J'étais même pas loin de repartir à l'étranger, je pense, à un moment pour continuer cette passion et continuer dans ce métier-là. Et bon après, moi j'y allais, je pense, toutes les semaines avec Arthur. On se voyait en dehors du boulot, en dehors du boulot d'Arthur à l'époque. Et on parlait tout le temps café. Oui, un jour, je me souviens très bien, moi j'en avais marre, j'étais un peu le point de rupture aussi pour moi en me disant bon j'en ai marre de faire un boulot alimentaire, j'ai envie de faire mon boulot passion. Ouais. J'ai dit Arthur viens on va boire un coup, faut qu'on se parle. Et j'ai dit bon tu galères, moi aussi, viens on bosse ensemble. C'était chez Fred. C'était chez Fred, on a bu une bière chez Fred et on s'est dit ça. Et c'est là que ça a commencé quoi. C'était 2015, donc arrivé à l'alchimiste 2015.
Virginie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est la 3e associée de la chimiste. Bah, Virginie, elle n'est pas au quotidien avec nous ici, mais Virginie, elle a un gros impact dans l'ADN de l'alchimiste. Et notamment, c'est sur toute la partie, on va dire, culturelle et artistique. Donc je m'explique. Dans notre boutique de Bordeaux Centre, on a toujours eu des expositions, on a toujours exposé des artistes locaux et bien souvent avec un lien quand même plus ou moins direct avec le café. Donc ça a pu être des peintres, mais on a eu évidemment aussi beaucoup de céramistes. Et toutes les céramiques qu'on utilise dans nos 2 boutiques sont issues de production artisanale locale. Et ça, c'est Virginie qui trouve ces artisans, qui gèrent ces relations avec eux et qui parfois créent des projets très intéressants sur des conceptions de tasses, etc., avec des cahiers des charges. C'est vraiment intéressant. Et donc Virginie, elle a cette partie artistique. Clairement, on n'a pas tous les deux. Hein. Ouais. Heureusement qu'elle est là. Parce que, voilà. Chacun le sien et effectivement ça fonctionne bien comme ça. Ouais, on se répartit bien les tâches. Mais voilà, ça nous emmène à avoir parfois des expositions très sympas, parfois rigolotes. Ici aussi qu'on a ici aussi, ouais, ici aussi. Différents types d'événements, des concerts. Enfin voilà, tout cet aspect culturel et artistique qui chez elle est presque inné, parce qu'elle est commissaire-priseur de formation. Donc elle connaît bien le marché de l'art. Et voilà, on est tous les 3, je pense qu'on se répartit bien nos tâches. On est assez complémentaires, ouais, on est assez complémentaires. C'est ça aussi, c'est parce qu'on s'est pas posé un jour en se disant allez, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça, c'est que ça s'est fait très naturellement. Ouais. On a des compétences très différentes et on se complète vachement, quoi, tu vois. Des envies aussi? Des envies, oui, bien sûr. Alors il y a des choses qu'on gère à 2, des choses qu'on gère séparément, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu trop besoin de se dire ouais. Tu fais ci, toi tu fais ça, ça se fait naturellement, ouais. Selon nos envies et nos compétences, quoi. Le marché du café en France, on va dire que on a deux grands types d'acteurs. Il y a le marché du café de spécialité qui, je pense, représente un peu moins de 10% du marché du café en France, et 90% du café qu'on consomme en France, donc, ce n'est pas du café de spécialité, c'est un café qui va être de qualité un peu inférieure, que parfois on va appeler café de commodité, produit par des acteurs donc beaucoup plus gros que nous. Nous on est vraiment tout petit, et le café de spécialité c'est un café sur lequel on a 100% de traçabilité, sur lequel on a un certain niveau de qualité, une exigence de qualité donc, par rapport à une notation, et puis voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je sais que cette définition, c'est quelque chose que j'ai expliqué quand j'ai démarré, que j'ai expliqué à mon banquier, enfin au banquier, en leur expliquant, voilà, je veux lancer une torréfaction de café. Et j'y allais avec la confiance en plus. Hein. Je me disais, c'est bon, j'ai un projet bien ficelé, j'ai un bon CV, ça va y aller doigt dans le nez, je vais choisir la banque qui m'offre les meilleurs services. Mais pas du tout en fait, là je suis tombé de très haut. C'est-à-dire que tous ils ont commencé à me dire, oui mais attendez monsieur, tout le monde boit déjà du café en France. Je dis oui, alors tout à fait, mais c'est pas la même chose, c'est différent. Et en fait je rentrais pas dans une case. Donc toutes les banques, les unes après les autres, m'ont fermé la porte. En me disant, bah non monsieur, tout le monde boit du café, vous n'allez pas faire votre place, et puis il y a Nespresso qui est là, qu'est-ce que vous voulez faire? Et bon, au final, il y a une banque qui m'a cru, et qui est toujours notre banque aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très clair pour tout le monde sur ce que c'est que le café de spécialité et en quoi nous, on se différencie par nos produits, la qualité de nos produits, par le fait que, je disais tout à l'heure, on a de la traçabilité, et puis qu'on ne se limite pas que à la qualité de la tasse. Ce qui nous importe beaucoup, et on en parle souvent avec Johan, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière la tasse, toute l'histoire qu'il y a derrière le café. Et donc c'est l'histoire du producteur, c'est l'histoire de sa ferme, sur
comment il s'occupe des gens avec qui il travaille. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas du travail d'enfant? Parce que dans le café, et encore plus dans le cacao, je crois, c'est quelque chose qui existe encore. Il y a encore des enfants qui travaillent. Et donc, évidemment que c'est un vrai sujet. Et qu'on ne va pas travailler, nous, avec une ferme où on aurait eu la preuve que des enfants travaillent dedans. Et c'est aussi pour ça qu'on va régulièrement sur place. Et on a été exposé à ce cas avec Johan en Éthiopie, où une année on est allé visiter des fermes. Et on a vu des enfants qui traînaient dans la ferme. On avait posé la question un peu innocemment. Ce qu'ils faisaient là, ils nous ont dit oui, c'est les vacances scolaires. Et le soir, en revenant au village, on en a discuté avec des personnes qui nous ont dit non, c'est pas du tout les vacances scolaires. Donc voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut rester vigilant. Ouais. Moi, je me suis un peu éloigné de la définition. Mais qu'est-ce que je peux te rajouter à ça, moi? Allez, je t'envoie la balle. On renvoie la balle. Ouais, c'est ça. De base, si on prend la définition de ce que c'est que le specialty, selon la Specialty Coffee Association, c'est ça, c'est juste des cafés sur lesquels tu as 100% de traçabilité, de transparence, moins d'intermédiaires tout au long de la chaîne, des fermiers beaucoup mieux rémunérés, avec des prix plus décorrélés du prix de la bourse. Ça, c'est la grande définition. Après, je pense que sur les faits, il y a autant de définitions de café spécialité qu'il y a de torréfacteurs de café spécialité. Parce que chacun a des valeurs différentes. Voilà. Nous, les nôtres, elles sont sur la qualité en tasse, certes, mais aussi surtout les volets sociaux et environnementaux. C'est quelque chose sur lequel on met beaucoup l'accent. Qu'on market peu, on n'est pas très fort en marketing, en montrer ce qu'on fait derrière, mais c'est vrai que c'est quelque chose depuis le début qui fait partie de nos valeurs vraiment les principales. Et c'est vrai que donc nous, notre manière d'acheter le café, elle n'est pas forcément celle de tout le monde, c'est ni moins bien ni mieux, c'est la nôtre. Et c'est vrai que quand certains pourront acheter beaucoup de café, avoir plein de cafés différenciants, des fermes un peu stars, nous, notre but, c'est plutôt au contraire d'avoir des fermes qu'on suit sur le long terme, avec lesquelles on veut bosser sur des projets sociaux, environnementaux, sur des qualités différentes, sur des tasses différentes, sur tous les ans maintenant on propose aux fermes partenaires avec lesquelles on bosse de financer un projet, encore une fois, soit social, soit environnemental. C'était au Salvador l'année dernière, peut-être au Brésil cette année. Donc ce qui fait que nous, notre gamme est plus restreinte en termes de différentes fermes avec lesquelles on bosse. On n'a pas 150 fermes avec lesquelles on bosse. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être, il faudrait que je compte, mais 9, 10 fermes dans le monde avec lesquelles on bosse et qu'on essaie de bosser année après année. On essaie d'y aller régulièrement. Mais par contre, c'est vraiment tout l'aspect comment est produit le café, humainement et puis aussi écologiquement. De plus en plus, on en parle, mais c'est vrai que depuis le début, c'est notre. aussi européenne qui arrive. Exactement. UDR. Alors nous, c'est vrai que depuis le début, on bosse sur des cafés qui vont rentrer naturellement dans cette loi. Donc nous, ça ne va pas nous changer grand-chose finalement. On va devoir prouver certaines choses qu'on n'avait pas besoin de prouver avant, mais ça va pas nous changer le monde sur comment on achète nos cafés. Mais c'est vrai que les résidus d'intrants, l'utilisation de pesticides, d'herbicides, de fongicides, de fertilisants de synthèse, tout ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Les labels, tout ça, il faut faire. Les clients ne le voient pas forcément. Hein. Exactement. C'est vrai que les gens aujourd'hui connaissent que les labels et qui sont pas forcément tout le temps. Voilà. Donc c'est un autre sujet. Ouais. C'est un autre sujet. Voilà. Donc en gros, notre définition du specialty, c'est ça, c'est bosser avec des fermes, avec des gens qu'on aime beaucoup, avec des projets auxquels on croit et avec qui on a envie de grandir ensemble, plutôt que faire nos courses ci et là et de chercher telle ou telle ferme ou tel café parce que c'est ce que le marché demande. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on essaie de s'intégrer sur des relations long terme avec les fermes avec lesquelles on bosse. On se dit souvent qu'on a une activité qui n'est pas une activité écologique. On fait venir un produit exotique de l'autre bout du monde. Donc je pense qu'il faut partir déjà de ce postulat-là. Et souvent, on se pose la question en équipe, ok, quels sont nos leviers pour quand même réduire au maximum notre impact, notre empreinte. Et donc, on a trouvé tout un tas de petites solutions. Tu vois, ça passe par exemple, nos clients pros qui sont à Bordeaux, maintenant quasiment tous, on les livre avec des contenants réutilisables.
Donc on en a acheté beaucoup et on a un circuit comme ça qui tourne. Donc on n'a plus de sachets qu'on jette à la poubelle avec nos clients pros. Et pour les sachets qui restent, c'est-à-dire la clientèle des particuliers, on a travaillé pendant 1 an et demi, je pense, pour concevoir un emballage en monomatériaux, donc que tu peux mettre dans la poubelle recyclable. C'est un vrai sujet. Et donc voilà, il y a tout un tas d'actions sur lesquelles nous on a des leviers, mais quand Belco, notre importateur, nous a parlé de ce projet de transport à la voile, de transport décarboné, on s'est dit, super, ça c'est top, parce que pour le coup, nous, là, on a peu de levier là-dessus. Et c'est génial, parce qu'on sait que c'est quand même dans la chaîne de la vie du café, entre la cerise et la tasse, on sait que le transport, ça fait partie quand même des éléments importants. D'un point de vue logistique, géographique, Belco a commencé par la Colombie et le Brésil, la route la plus simple pour démarrer. Et il se trouve que nous, on a des producteurs avec qui on travaille dans ces 2 pays, et notamment en Colombie, une ferme qu'on aime beaucoup qui s'appelle la Leona. Et donc cette année, on est ravis qu'on ait nos premiers cafés de la Leona qui arrivent par la voile. Sera à la voile. Ouais. Il vient d'arriver d'ailleurs. Il est tout à fait arrivé, et on va bientôt le torréfier et le proposer à nos clients. Et on va essayer, Johan a raison, en com, on a du boulot. Il y a une vraie différence entre faire et faire savoir. Et parfois on fait, mais on a du mal à le faire savoir. Donc là, on va essayer quand même de mettre en avant un peu ces cafés qui arrivent par la voile. Et puis de toute façon, on ne va pas avoir trop le choix, parce qu'il y a quand même aussi un petit impact de coût, c'est normal. Ça coûte un peu plus cher de le faire venir par la voile. Donc nos clients, ils sont aussi vigilants, ils regardent les prix. Donc il va falloir aussi expliquer pourquoi ce café il est un peu plus cher que l'année dernière. Et parce que voilà, il est venu de façon décarbonée par la voile. Et qu'a priori, on pense que c'est le futur et c'est l'avenir. Et qu'il y aura de plus en plus de cafés qui vont arriver par ce moyen-là. Je pense à un truc, c'est que c'est vrai dans l'imaginaire des gens, alors s'ils en ont un autour de l'import à la voile, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas forcément, mais nous dans le café c'est toujours quelque chose qui a existé, l'import à la voile, mais c'était quand même très ésotérique, quoi. C'est-à-dire un petit voilier qui partait des Caraïbes, qui ramenait du rhum, du chocolat et 3 sacs de café, donc c'est super beau pour le marketer, mais ça change rien en fait, ça n'a aucun impact écologique. Alors que là, on parle d'import à la voile, mais on parle d'armateurs qui font quand même c'est pas des porte-containers, c'est des stocks différents, mais on parle de grosses quantités d'import. Donc c'est vraiment, quand on parle de décarboner, là, ça aurait un impact vraiment sur l'import et sur le transport, parce que avant c'était anecdotique, maintenant ça devient quelque chose qui peut être, on peut parler en centaines de tonnes, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc là, on a déjà 2 cafés qui viennent avec TOT, avec TOWT justement, cet armateur. Et on aimerait bien qu'à terme, tout puisse passer par ça serait super. Après, bon, forcément, l'histoire et les géopolitiques actuelles font qu'il y a des pays qui sont plus compliqués. Je pense à l'Afrique de l'Est avec les cafés qui partent d'Érythrée ou de Djibouti. C'est des pays plus compliqués, surtout avec la guerre au Yémen. Mais on y arrivera, j'imagine, un jour, j'espère. L'équipe a grandi. Aujourd'hui, on a 13 salariés qui se répartissent entre la partie production, donc ici à la torréfaction, torréfié, mise en paquet qui, je pense, pour un torréfacteur, est sûrement le boulot qui prend le plus de temps. On fait beaucoup de mise en paquet. Et puis ensuite, le service pour les professionnels, livraison, SAV des machines. Ça, c'est l'équipe production. Et après, on a les baristas qui se répartissent sur nos deux espaces. Sur les 2 sites, ouais. Ouais, sur les 2 sites. Et puis on a un pôle école, mais ça, peut-être que tu veux en parler. Depuis le début, ça fait partie de nos valeurs, encore une fois, la transmission d'informations. On le faisait un peu de manière informelle, on l'a toujours fait un peu de manière informelle parce qu'il y avait un gros manque d'éducation. C'est quand même l'une, voire la boisson la plus bue et personne ne sait ce que c'est, d'où ça vient, comment ça pousse, comment c'est importé, comment ça doit être préparé. Ouais. Et donc on a toujours été, en plus moi c'est quelque chose qui me passionne, sur lequel je geekais beaucoup, donc j'adorais faire ça. Et puis depuis pas mal d'années maintenant, ça doit faire ça fait 6 ans qu'on fait ça
on fait ça professionnellement, quoi. Donc on propose des formations. Donc moi je suis prof. Ça arrivait assez rapidement finalement. Ouais. On avait de la demande, quoi. On avait de la demande et on avait envie de rendre ça un peu plus carré. Donc moi je suis devenu prof pour la SCA, la Specialty Coffee Association. Donc j'ai passé tous les diplômes. J'ai fait moi-même toutes les formations qui avaient besoin d'être faites en tant qu'étudiant pour après faire les formations pour devenir prof. Que j'ai faites aux États-Unis et c'était juste avant la période Covid que j'ai passé ce diplôme-là. Et depuis, notre pôle formation est devenu assez grand, donc on a vraiment un pôle école. Donc on propose, donc je m'en occupe principalement je fais quasiment tout le pôle école, mais on a aussi Quentin, le manager des boutiques, qui s'occupe de faire certains ateliers avec moi. On a 2 axes. On a les petits ateliers. Ce que j'entends petits ateliers, c'est on fait 4 ateliers différents sur des pôles spécifiques, méthode douce, espresso, analyse sensorielle, latte art, tout ça. Qui s'adressent aussi bien en particulier qu'aux professionnels, parce que finalement on pousse bien quand même le sujet. C'est pas juste on parle appuie sur un bouton, t'as un jus marron qui coule, quoi. On va quand même on va quand même un peu plus compliqué que ça. Et finalement, ce qu'on fait de manière professionnelle et ce que je fais pour les ateliers particuliers, c'est très similaire finalement sur des formats plus courts, mais donc ça se remplit on en fait tous les mois, ça se remplit vite, on est tout le temps plein là-dessus, ça c'est super. Donc il y a Quentin et potentiellement aussi d'autres baristas qui m'aident sur ces sujets d'atelier-là, sur des baristas qui vont avoir un sujet qu'ils prennent à cœur comme le latte art ou les méthodes douces qui peuvent m'aider là-dessus. Et après on a toutes les formations de l'ASCA, donc qui sont professionnalisantes, diplômantes, certifiantes, qui sont reconnues dans le monde entier. Plus longues, plus onéreuses, sur examen écrit, pratique. Et dans ce cas, ils passent plusieurs jours avec moi ici. Donc on a notre espace, le coffee shop de Darwin, qui est le lundi et mardi spécifiquement dédié, qui est fermé au public, qui est dédié à ces formations-là. Et donc on va toucher des sujets différents, comme tous les sujets barista, analyse sensorielle, méthode douce, pour des futurs baristas qui travaillent dans un coffee shop ou des gens qui veulent ouvrir leur établissement aussi. On en a beaucoup. Et là, c'est de plus en plus en fait. Avant, tout début, c'était 2 sessions par an. Là, c'est en début d'année, j'en suis à 1 session par mois, quoi. Donc il y a une sacrée évolution, il y a une vraie demande. Et c'est vite plein, quoi. Donc ça, c'est super et ça fait partie d'une de nos valeurs, là, cette transmission d'informations. Ouais. Et puis c'est vertueux parce que c'est bête, mais des clients formés, c'est des clients qui savent régler leur moulin. Donc le café goûte mieux. Donc quand les gens connaissent pas le café, qui goûtent un café qui est bon, ils se demandent ce que c'est le café de l'alchimiste, c'est bête, mais ça montre que le café peut être... parce que la problématique du café, c'est ça, c'est que on adore tous les deux le vin, je ne vais pas du tout dénigrer le travail de nos copains sommeliers, cavistes, tout ça, mais 95% du boulot dans le vin, il est fait par le vigneron. C'est vrai. Même s'il faut le servir au bon moment, avec la bonne chose, dans le bon verre, tout ça. Mais le gros du boulot, il est fait. La problématique du café, c'est qu'il y a quand même une étape primordiale, qui est l'étape de préparation. Sauf que personne n'est formé là-dedans. Donc en fait, tu te retrouves à avoir tu peux avoir le café le plus exceptionnel du monde. Si c'est mal préparé, ça peut être dégueulasse en fin de course. Donc c'est important que les gens en soient... C'est comme si on disait, vas-y, t'achètes... c'est ça, c'est un peu ça. Aujourd'hui, t'achètes une Marzocco à 15 000 balles, et c'est bon, là, t'as une super machine, donc c'est bon. T'achètes un four Rational à 15 000 balles, et t'es pas cuisinier, en fait, tu vois. Donc Donc la formation, c'est quelque chose de vertueux, parce qu'ils sont indépendants, le café goûte mieux. C'est bête aussi, mais moi j'ai pas besoin d'y aller tous les 3 matins pour leur réexpliquer un truc de base comme régler un moulin, qui devrait être quelque chose que tout le monde devrait savoir faire. Donc c'est un truc super, parce que le café goûte bien, ils sont contents, ils sont avec leur équipement, ils savent, ils sentent en contrôle, en fait, ils sentent qu'ils savent faire. Donc c'est super, quoi. Donc c'est vachement vertueux, ces formations, on les pousse de plus en plus. Ouais. Nos espaces, déjà, on ne les appelle pas coffee shop par volonté, parce qu'on ne se sent pas coffee shop. Notre métier premier, c'est la torréfaction, même si faire des travails en amont, en filière, dans les pays producteurs, c'est ce qu'on fait beaucoup aussi maintenant. Et après, c'est-à-dire tout ce qui est service, coffee shop, on le fait aussi, mais notre métier premier, c'est quand même la torréfaction. Donc nous, nos espaces, on les appelle plutôt café boutique, dans le sens où notre carte des boissons qu'on fait sur place est assez restreinte. Oui. Elle tourne principalement autour du café. On essaie de faire peu de choses, mais le mieux possible. Même si on propose quelques autres boissons en dehors du café pour les gens qui ne boivent pas de café ou qui ont envie d'autre chose, mais ça tourne principalement autour du café.
Mais c'est aussi un espace où ils peuvent venir goûter les torréfactions et nos cafés qu'on vend. Donc en fait, ce qu'on vend principalement, c'est des paquets de café. Aujourd'hui, au début, c'était, quand je repense à la boutique du début, quand on avait 8 paquets en présentation et qu'on en vendait 4 par jour, c'était super, tu vois. Maintenant, c'est hallucinant le nombre de paquets qu'on vend en boutique, quoi. C'est dingue, quoi, cette clientèle qu'on s'est faite. On est tellement reconnaissants des gens qui nous font confiance depuis le début. Il y a des gens qui viennent depuis le début. Hein. Ils viennent, ils nous achètent des paquets de café, ils nous parlent des paquets d'origine de fermes qu'on fait plus, qu'on faisait il y a 10 ans, c'est génial, tu vois. Mais ouais, aujourd'hui, on vend un peu d'équipement aussi, autour de la méthode douce, de l'espresso, tout ça, mais c'est principalement des paquets de café et des boissons. Donc, se retrouver là maintenant, c'est fou parce qu'on a fait encore un repas de fin d'année, ça m'a un peu marqué parce qu'on fait tous les ans. Alors déjà tous les ans, on se fait une petite retraite alchimiste où on part dans les Pyrénées avec toute l'équipe. Ça c'est trop bien, on adore ce moment. En septembre tous les ans, on ferme pendant 3 jours et on se casse en montagne avec toute l'équipe dans un gîte, là, c'est trop bien. Mais c'est vrai qu'au début quand on se voyait à 3 avec Virginie et Arthur, et que maintenant on fait des repas de fin d'année, il y a 17 personnes à table, ça fait un peu bizarre, c'est sûr. Ouais. Notre métier a changé à ce niveau-là, quoi. Ouais, et puis on se le dit souvent, l'actif le plus important de l'entreprise, c'est sûrement l'équipe, tu vois. Et on a cette chance quand même d'avoir une super équipe de gens qui font globalement, je pense, un travail qu'ils aiment. Et ils sont pas tous forcément passionnés, mais ils kiffent ce qu'ils font, quoi. Et je pense que ça se sent. Ça se sent aussi bien ici que dans les boutiques. Quand j'ai des copains qui passent à la boutique, ils me disent ton équipe, ils sont accueillants, ils sont sympas. Donc tu sens que l'accueil, c'est quand même quelque chose qui est important pour eux. Et en fait, le fait qu'on se sente tous bien ensemble, qu'on s'entende bien, c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment un point important. Et ça se fait assez naturellement, en fait. Ouais. Donc on a une bonne team. Ça c'est vrai, hein. Parce que sans eux, il n'y aurait pas d'alchimiste aujourd'hui. Hein. C'est bien beau, on ne peut pas tenir tout à bout de bras, puis franchement, c'est trop bien. On arrive à retenir nos équipes, proposant, je pense, un environnement assez cool, de proposer un projet qualitatif, de montrer qu'on a des valeurs qui sont fortes et essayer de leur transmettre. Et franchement, c'est trop bien de les voir parler de qualité de café, de parler de service, d'être investis comme ils le font. Franchement, on a la chance d'avoir une équipe trop bien. Franchement, c'est trop cool à ce niveau-là. Je pense qu'en 10 ans, le marché a quand même bien évolué parce que, encore une fois, il y a 10 ans, quand on a démarré, on était peut-être un peu des ovnis, en tout cas pour la région, quoi, pour nous, pour Bordeaux, tout ça. Tout le monde ne percutait pas forcément ce qu'on faisait. Et puis, je pense que le bon café se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui découvrent le café et le bon café. Donc, ça se démocratise, les gens comprennent mieux ce qu'on fait. Et donc je suis assez optimiste sur les années à venir sur le marché du café. Aujourd'hui, là, depuis là, c'est d'actualité. Depuis 6-8 mois, on rencontre des difficultés parce que les cours du café explosent. Ouais, Là, ces derniers mois, c'est assez fou. L'Arabica, donc, qui est coté en bourse sur 2024, il a pris 70%, je crois, en 2024. Donc, c'est une vraie tendance de fond. On voit bien que oui, c'est un produit issu de l'agriculture et donc qui est directement impacté par le réchauffement climatique. Et donc, il y a des chances que ce soit de plus en plus difficile de se fournir en café et que le prix du café va augmenter, va continuer d'augmenter. Donc ça, on se prépare un petit peu à ça et on essaie aussi un peu de préparer nos clients sur ces sujets-là, leur expliquer pourquoi le café augmente, parce que la plupart des gens ne comprennent absolument pas. Et on en a parfois, c'est très rare, mais on en a parfois qui nous disent oui, bon, vous en mettez plein les poches. Hein, et on a eu il n'y a pas longtemps là. Il y en a eu un là. Je vois très bien. Oui, réchauffement climatique, oui. Et tu lui dis, mais je vais vous expliquer en fait. Non, pas besoin de. Pas besoin. Quand le Brésil rencontre une période de sécheresse, évidemment que tout le marché dans le monde se tend. Et il y a eu cette loi dont tu parlais tout à l'heure qui devait rentrer normalement là en 1er janvier et puis finalement qui a été décalée. Je pense que ça aussi, ça a un peu tendu
le marché. Donc je pense qu'il y a pas mal de défis quand même devant nous qui vont arriver. Mais là je dérape un peu parce que je devais parler d'évolution depuis 10 ans, là je suis en train de parler de l'avenir. Mais non mais c'est vrai que c'est ce fait de communiquer avec les gens et d'essayer je reviens sur la transmission d'informations, mais quand les gens, je rebondis sur ce que tu dis sur les prix, c'est vrai que c'est normal en fait que les gens ne comprennent pas si tu leur expliques pas. Et les gens pensent que ça pousse en paquet dans les rayons des supermarchés le café, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut 1000 heures de travail pour arriver à une tasse. C'est une denrée qui pousse à l'autre bout du monde, qui est ultra exotique. Il y a un être humain. Il y a un être humain qui a récolté cerise par cerise. Vous m'excusez, je fais une pause. Désolé, je vais ouvrir. Notre but à nous, c'est de Pardon. c'est de pas être élitiste et de vraiment de démocratiser le café. Ça a toujours été notre valeur depuis le début, parce que c'est très facile de vendre des cafés très chers et il y a un effet placebo. En plus c'est cher, plus c'est qualitatif, tu vois. Mais c'est vrai que l'idée c'est de démocratiser, donc on essaie de rendre le café abordable. Mais c'est vrai que le café aujourd'hui globalement, les gens ne le payent pas assez cher et de loin, même dans le café spécialité. Donc voilà, pour revenir sur ce que disait Arthur, en plus de ça, ça ne va pas aller en s'arrangeant, c'est sûr, de par tous les défis sur lesquels on a à faire face aujourd'hui et demain. Mais il va falloir continuer à éduquer les gens sur le fait que le café, ça va continuer d'augmenter pour plein de raisons. Ouais. Nous, on va continuer de se développer. On ne souhaite pas être partout. Notre but, c'est absolument pas de devenir une franchise, de créer des alchimistes partout. C'est pas ça. Mais pour autant, on pense qu'on n'a pas encore atteint cette taille qui va nous permettre aussi d'avoir un vrai impact. Donc, on va continuer de grandir, de se développer, de travailler avec la clientèle professionnelle, avec les particuliers. Ouais, c'est vrai, cette notion de voyage là, c'est marrant parce que ça fait rêver beaucoup de monde. Notre métier, tu vois, d'aller dans les pays producteurs et tout ça, c'est trop bien, on va pas se cacher, c'est trop cool d'aller voir les fermes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une réalité écologique sur le voyage qui fait que y aller 4 fois par an, ça n'a aucun sens en fait, tu vois. Déjà, y aller 1 fois par an, ou voir tous les 2 ans, voir les fermes pour parler projets, parler process, parler qualité, parler parcelles, parler variétés, c'est super. Mais maintenant, avec nos téléphones, on peut parler aux fermiers en 2 minutes à n'importe quel moment. Donc on continue de voyager parce que c'est hyper important, surtout pour plein de producteurs d'Afrique ou d'Amérique centrale, principalement de se voir en vrai en fait. De se voir en vrai parce qu'ils ont besoin de voir qui achète leur café. Il y a quand même un côté old school à ce niveau-là, de se taper dans la main et de dire ok, c'est avec toi que j'ai envie de bosser. Et ça peut pas se faire par WhatsApp tout le temps. Donc on a quand même toujours besoin d'y aller. Mais c'est sûr qu'on n'a plus besoin d'y aller 4 fois par an dans chaque ferme, ça c'est sûr. Mais pour le futur, ouais, c'est continuer de bosser avec les fermes avec lesquelles on bosse. Il y a aussi 2-3 pays avec lesquels on n'a pas aujourd'hui de relations à long terme ou fortes. Je pense au Guatemala, on commence cette année à bosser avec un jeune fermier qui est très prometteur et qu'on aime beaucoup. Le Kenya aussi. Donc on a, alors oui, il y a des cafés, c'est devenu des marques à part entière. C'est même plus l'alchimiste. Quand je pense à UTPK, la ferme d'Emilio, les Carraro, les cafés, les parcelles d'Éthiopie. Ça fait tellement longtemps qu'on les bosse et tellement tout le monde les connaît, ils achètent Carraro, ils n'achètent pas l'alchimiste. Ils achètent UTPK, ils n'achètent pas l'alchimiste. Ça, je trouve ça génial parce que nous, notre manière, en tout cas, de voir l'import, la torréfaction et notre boulot. C'est vraiment de promouvoir aussi les fermes. C'est pas on achète un café à l'autre bout du monde et c'est l'alchimiste. Notre but c'est d'être une vitre bien propre et de voir à travers et de voir le boulot du fermier derrière et de promouvoir ça. Donc ça on a envie de continuer à fond ça. Je pense que c'est quelque chose qui nous passionne. C'est ce qui nous tient, je pense, le plus. En plus du service avec nos clients pro et particuliers dans les coffee shops, mais c'est vraiment ces relations avec les fermes. Donc ça on va continuer. Continuer la formation à fond si on veut vraiment développer cet espace de formation, cette école, peut-être dynamiser certains de nos collaborateurs à les animer avec moi parce que je fais beaucoup de choses mais je peux pas être partout et c'est vrai que la formation c'est quelque chose qui motive pas mal beaucoup d'énergie, mais moi j'adore ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de baristas ou de managers ici à l'Alchimiste qui adorent ça et qui ont envie, tu vois, de venir faire ça avec moi, donc ça c'est super.
Et voilà, pas de projet non, d'ouvrir 43 alchimistes dans la prochaine année, c'est pas notre but. Parce qu'encore une fois, nos valeurs, elle est sur la qualité et on préfère rester petit mais très qualitatif plutôt que faire beaucoup et perdre le contrôle de cette qualité-là. Donc on grandit de manière organique, on est toujours indépendant, on a toujours envie de rester indépendant. On est 3 associés et pour l'instant ça se passe super bien. Donc oui, on aurait pu grandir beaucoup plus vite et ouvrir plein d'alchimistes, mais c'est pas notre but, ça l'est toujours pas, je pense, aujourd'hui ni demain. On a quand même cette chance d'avoir un lieu super chouette, là où on est installé ici. C'est grand. Et trop souvent, on se dit, on n'en profite pas assez pour faire des événements, des fêtes aussi, hein, bien sûr, évidemment. Faire la fête. Et donc, on est en train d'essayer d'organiser plus d'événements. Et notamment des événements autour du café. Pour le dire sur la partie café, c'est vrai qu'on s'est dit, trop souvent on s'est dit, il faut qu'on en profite, il faut qu'on invite du monde, et pas uniquement réserver des événements à notre équipe, mais l'élargir à tous les gens à Bordeaux qui s'intéressent au café. Et c'est vrai que ça, je crois que c'était l'année dernière, il y avait Emilio Lopez, donc, qui est la ferme au Salvador dont tu parlais tout à l'heure et qui nous fait notre IUTPK. Il était de passage en Europe pour un salon, je pense. Et donc on lui a demandé s'il était OK de passer par chez nous pour faire un speech d'1 heure sur c'est quoi la vie d'un fermier aujourd'hui dans le monde actuel, avec tous les problèmes qu'on rencontre, avec la hausse du prix des matières premières, etc. etc. Et donc lui tout de suite, il était hyper chaud pour venir le faire. Pour les gens qui sont hors du marché du café, je pense que tu as des idées un peu préconçues sur les fermiers qui font du café. Ils s'attendaient peut-être à voir, tu vois, un gringo avec son chapeau. Un t-shirt dégueulasse troué, tu vois. Non, ça reste. Ouais, sauf qu'en fait, ils ont vu un mec hyper smart face à eux, qui doit gérer en même temps des notions économiques, des notions de marketing, des notions d'agriculture, d'écologie, de climatologie. Enfin, tu vois, il faut être hyper complet aujourd'hui pour s'en sortir. Et c'était vraiment, vraiment intéressant son intervention. Et je pense que ça a démarré un peu par là où on s'est dit, en fait, il faut qu'on le fasse plus souvent. Alors évidemment, pas à chaque fois avec des producteurs, mais sur des différentes thématiques. Et quelque part, en fait, mettre un peu à disposition notre lieu pour ce type d'événement. Et en s'impliquant un peu dans l'organisation. Et il y en a un qui a lieu dans 2 jours. Exactement, jeudi prochain. Et que Johan va co-animer avec Belco et qui va être, je pense, aussi intéressant. Et à mon avis, il y aura du monde. Et c'est aussi l'occasion que tout l'industrie du café de Bordeaux se réunisse. Parce que quand même, globalement, je pense qu'on a cette chance aussi, qui est plutôt une bonne ambiance entre les différents acteurs. Ça vient certainement du fait que on a encore une marge de croissance qui est importante à Bordeaux et il y a de la place encore pour beaucoup d'acteurs. On ne se marche pas dessus et puis on est tous, on s'entend quand même globalement bien. Et résultat, c'est toujours intéressant aussi et sympa quand tout le monde se retrouve et échange sur plein de sujets. Donc c'est assez chouette. Ça, on va continuer de le faire, ouais. Ouais. Trop bien, ça c'est, à la base on avait commencé ça, je reviens sur notre équipe, une des raisons pour laquelle je pense ils aiment être là, c'est qu'ils ont soif d'apprendre et moi j'adore transmettre et au début j'ai commencé à dire on va faire des événements un peu extrascolaires en dehors du boulot le soir à parler d'un truc particulier sur le café, process, import, agriculture, label. Et on faisait pendant 2 heures. Et ça a commencé à la base, on a fait ça juste pour notre équipe. Et ils étaient trop friands de ça. Moi, j'adore le faire en plus. Et après, on s'est dit, la première fois, je crois qu'il y avait Jacques, qui est responsable du pôle Éthiopie pour Belco, qui était venu nous parler. Il dit, mais ça serait trop cool qu'on ouvre ça. Pourquoi on n'ouvrirait pas ça aux autres acteurs, tu vois? Mais bien sûr, en fait, c'est logique. Et du coup, au lieu de faire ça pour l'équipe, on a commencé à ouvrir. Et c'est vrai que on se retrouve à 80, 100 personnes qui sont là. Au début, on faisait ça autour d'une table. Maintenant, on fait ça avec une table de mixage et des micros et un écran géant. Mais c'est cool, tu vois. Et donc, on essaie de faire ça plusieurs fois par an, de faire une conférence sur un sujet spécifique. Ça réunit un peu tout le monde. Il y a des acteurs bordelais, mais de plus en plus, il y a des Parisiens qui viennent, au Pays Basque, des Landais, qui viennent exprès. Là, je sais qu'il y a toute une délégation qui viennent là du Sud pour venir. Ça va être cool, tu vois. Et puis, c'est cool déjà. On parle café et d'un sujet spécifique actuel et c'est trop bien. Et après, on se retrouve autour d'une bière, on discute, on se voit. C'est trop cool, quoi, de pouvoir générer ça. Sinon, après, tout le monde est un peu dans son coin
Et c'est bien d'avoir ces occasions un peu hors boulot, hors tête dans le guidon, pour pouvoir voir tout le monde, c'est trop bien. Donc on essaie de le faire, de le proposer, quoi. Parce que, alors ça fait un peu, je fais de la pub, c'est pas une réunion Tupperware, mais formez-vous. C'est con, mais c'est important parce que, mais moi le premier, si j'ai envie de me reconvertir en cuisinier, je vais pas me lancer comme ça sans faire de formation. Ça me paraît logique, tu vois, je sais pas faire, j'aimerais savoir faire, quoi. Donc apprendre en fait. Donc avoir des connaissances. Faire plus simple aussi, c'est un des conseils que je pourrais donner. Essayez pas de vous lancer dans trop de choses à la fois. Essayez de faire une ou deux choses très bien plutôt que 50 moyennement. C'est plus facile. Hein, pour essayer au début, quand tu as une petite entreprise, tu dois tout faire. Alors, si en plus tu as beaucoup de choses à faire, donc ouais, voilà, formez-vous, discutez avec les acteurs locaux, discutez avec les baristas, les torréfacteurs, parlez de vos idées. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on est là, on a pas mal de clients pros, on voit tout ce qui marche pas. Donc on peut vite donner des conseils sur, mais même des designs d'espace, sur quel matériel choisir, sur combien d'assises, quel local choisir. Tu vois, on sait qu'il y a des entre-deux qui marchent pas. Tu vois, quand tu ouvres un coffee shop, il vaut mieux avoir soit un tout petit endroit qui envoie beaucoup d'emporter avec 3-4 places assises, ou au moins à minima 50-60 places assises, parce qu'en fait ce qui est entre les deux, c'est des trucs qui marchent pas forcément bien économiquement, donc c'est des choses que ça, quand tu commences, tu sais pas forcément, quoi. Donc ouais, se renseigner, discuter, et en plus si les gens sont normalement sont capables, comme nous en tout cas, ça nous fait plaisir quand les gens viennent, on cache rien, quoi. Donc on peut, notre histoire, nos connaissances, on les donne facilement, quoi. Il n'y a pas de problème. Je dirais, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés par rapport à ce que tu viens de dire. Nous, on a pile poil la taille intermédiaire de boutique. Clair, à la boutique, il dit faites ce qu'on dit, faites pas ce qu'on fait. Exactement. Taille moyenne, où il faut quand même 3 personnes. Ouais. Et alors que s'il y avait 20 couverts de plus, il y aurait toujours besoin de 3 personnes. Et puis, peut-être pas trop écouter les conseils de gens autour qui te disent non, n'y va pas, c'est trop dangereux. Moi, je me souviens de ce que me disait peut-être même mon entourage, tu vois, quand je leur ai dit je lâche le conseil, je vais faire du café. Ils m'ont dit oui, alors est-ce que tu te rends compte combien de café tu vas devoir vendre, de tasses de café tu vas devoir vendre pour pouvoir te payer? Tu vois, c'était le genre de remarque que j'avais. J'ai dit, mais oui, effectivement, vu comme ça, ça a l'air un peu foufou. Mais bon, si tu as des convictions, que tu crois en ce que tu fais, à un moment, il faut pas toujours écouter tout le monde, il faut y aller, quoi, faut foncer. Il faut être un peu fou aussi, peut-être. C'est sûr, sinon tu fais jamais rien. Hein. Ouais. Ok, je vais vous libérer. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Voilà, c'était notre tout premier interview. Une belle immersion dans l'univers du café. Un grand merci à eux pour leur temps et leur partage. Si cette interview vous a plu, dites-le en commentaire, abonnez-vous et surtout, allez goûter leur café. Vous trouverez toutes les adresses en description. Et pour la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la science derrière la torréfaction. Pourquoi un grain passe-t-il du vert au brun? Quelle réaction chimique se cache derrière l'une des boissons les plus consommées au monde? Si vous voulez comprendre ce qui se passe, ne ratez pas le prochain épisode. À très vite.